2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait ? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme ce soir, la crise des agriculteurs se poursuit. La convergence entre l'exécutif et la FNSEA entraîne l'exécution de milliers de bovins en France. Derrière le sacrifice des cheptels des petits éleveurs, l'intérêt des grands groupes. Nous revivrons ensemble ensuite la manifestation organisée par les Patriotes de Florian Philippot samedi dans la capitale. Et puis nous partirons ensuite en Bulgarie où des manifestations très importantes ont fait chuter le gouvernement alors que le pays est sur le point de rejoindre la zone euro. Le scandale autour de la dermatose se poursuit. Le gouvernement pousse toujours pour des abattages avec le soutien de la FNSEA, tandis que les autres syndicats et les éleveurs tentent de faire entendre leur voix. Le point d'Olivier Frère-Jacques. D'abattre les troupeaux lorsqu'ils sont contaminés. Ce n'est pas une décision politique. Ce n'est pas une décision politique. C'est une décision sanitaire. Pas une décision politique selon Maude Bréjean, porte-parole du gouvernement. Et pourtant, le choix d'abattre des milliers de bovins est éminemment politique. Depuis juin 2025, la dermatose, maladie apparue en Savoie et qui s'est propagée jusqu'au sud-ouest, a conduit l'abattage de plus de 3000 bovins en France. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, se rendait aujourd'hui à Toulouse pour une réunion de crise et pour lancer enfin une campagne de vaccination de millions de bêtes. Elle a opté pour une communication peu macronienne avec une sorte de calinothérapie. Et particulièrement dans ce moment très difficile pour le monde agricole et le monde de l'élevage, je veux exprimer d'abord que je suis aux côtés des éleveurs. Je ne veux pas que face à l'arrivée de cette terrible maladie, les éleveurs soient seuls. Un peu de compassion et peut-être avant les coups de bâton. Les jours qui viennent nous le diront. Le ministre a en tout cas annoncé une grande campagne de vaccination. Mais pourquoi seulement maintenant ? Annie Genevard est pourtant aux affaires depuis septembre 2024, en dépit des changements réguliers dans l'exécutif. Convaincu de la nécessité d'abattre des bêtes rapidement, à l'instar du patron de la FNSEA, l'homme d'affaires Arnaud Rousseau, le gouvernement fait désormais mine de s'activer en faveur de la vaccination. Et pour cause, si la FNSEA joue la même partition que le gouvernement, la coordination rurale, plutôt historiquement proche d'une forme de droite souverainiste, et la Confédération paysanne, très marquée à gauche, y sont hostiles et font désormais entendre leur voix. La coordination rurale est en première ligne des manifestations, tandis que Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, a pu expliquer il y a déjà 5 jours l'inutilité des abattages de masse. Et surtout le fait que ce cas de DNC sur cette ferme à 100 km de toute zone réglementée, c'est la preuve tangible, la preuve parfaite que le protocole que nous vend le gouvernement pour éradiquer la DNC, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et du coup, il faut que ça s'arrête. Il faut que cet abattage total, il s'arrête définitivement. C'est dans cet esprit que un peu l'ensemble de la profession, avec les autres syndicats, avec la Chambre d'agriculture, on a beaucoup discuté, on a fait une proposition de protocole alternatif vers un abattage ciblé, vers une surveillance de la maladie, mais pas vers d'abattage total. Une voix qui n'a pas été écoutée par un ministère de l'Agriculture accusé par les 2 autres syndicats d'être en cheville avec la FNSEA. Et pourtant des pays comme la Suisse procèdent avec de l'abattage ciblé. Mais pourquoi avoir si rapidement eu recours à ces abattages en France ? Cela semble s'expliquer par des intérêts des grands groupes agroalimentaires dont la FNSEA est le porte-voix. Une vaccination nationale pourrait compliquer les exportations en modifiant le statut sanitaire du pays qui passerait de
indemne sans vaccination à indemne avec vaccination, ce qui imposerait des barrières commerciales plus strictes de la part de certains partenaires. La FNSEA craint ainsi un effondrement des exportations et des prix en raison de ces restrictions potentielles. Or, il y a au sein de la FNSEA de nombreux acteurs qui visent essentiellement l'exportation, en éliminant les troupeaux des petites exploitations qui sont pour l'heure les plus touchés. Les gros éradiquent au passage un peu de concurrence. Ironiquement, le centre au pouvoir qui prône d'ordinaire la vaccination pour tous se montre ici moins engagé, tout en invoquant la science et en se mettant à dos une partie de la profession. Quelques voix politiques seulement se sont élevées aux côtés des paysans, au RN et à LFI essentiellement. Le combat, quoi qu'en dise le gouvernement, est éminemment politique dans un contexte de baisse du budget de la PAC et d'accords imposés avec le Mercosur qui inondera d'ici peu l'Europe de viande sud-américaine bon marché. Épuisée par des années de mobilisation contre un pouvoir sourd à ses revendications, la paysannerie française pourrait retourner dans la rue et profiter des changements politiques potentiels en vue de 2027 pour tenter de changer la donne en matière agricole. Et c'était un rassemblement bousculé par l'actualité. Samedi, à l'appel de Florian Philippot, le président des Patriotes, une manifestation pour la paix en Ukraine s'est déroulée de la place de Barcelone à la place Pierre-Laroque à Paris. Mais s'est ajouté également un message de solidarité envers les agriculteurs français. TVL était sur place. Moi, je pense que Trump, il veut faire rentrer dans l'Union européenne l'Ukraine dès 2027, donc dans un an en fait. Il faut se rendre compte pour faire exploser l'Union européenne. Parce qu'il sait que si on fait entrer l'Union européenne là, surtout de manière précipitée, c'est un pays qu'il faut avaler, digérer. 30-35 millions d'habitants, salaire moyen 400 € par mois, dumping social, concurrence déloyale agricole, industrielle, corruption. Il va y avoir des transferts budgétaires épouvantables parce qu'il va falloir que nous on donne des milliards en plus chaque année. Et effectivement, depuis 1945, la politique américaine était toujours la même. On favorise la construction européenne, soi-disant au nom de l'amitié, du bien, de l'amour, etc. En réalité, on se souvient d'Obama qui était à Londres pour faire campagne contre le Brexit. Alors, quand on parle d'ingérence, lui, il était en meeting comme président américain en train de faire campagne pour dire aux Britanniques ne votez pas pour le Brexit. Les États-Unis ont toujours favorisé l'Union européenne jusqu'à Trump. Et alors les gens disent c'est parce qu'il a peur de l'Union européenne. Vous croyez qu'il a peur de l'Union européenne? Qui a peur de l'Union européenne? C'est grotesque, c'est une somme de faiblesse qui est encore plus faible. Il n'a pas peur de l'Union européenne. C'est je crois, par conviction, qui correspond à ce qu'il a toujours pensé, ce qu'il a toujours dit. Je suis profondément touchée de la situation agricole en France, de ce qui arrive aux agriculteurs. J'ai vu des images fort choquantes. D'en arriver là, c'est inhumain en fait. Ces situations n'ont de cesse de s'aggraver. Comment peut-on laisser et regarder passivement ce massacre qui a eu lieu sur des vaches? Les défenseurs des animaux sont où? Nos écolos sont où? Parce que hier, ce qui s'est passé avec les vaches de l'Ariège, c'est inadmissible. Et c'est le point de non-retour. Ça fait longtemps que ça dure. Et ils veulent pas tuer que le cheptel de bovins en France et en Europe. Ils veulent tuer la vie et les peuples. Ce que veulent les pouvoirs en place, c'est avoir une agriculture où il n'y aura que quelques agriculteurs liés au milieu industriel, mais pas au niveau industriel producteur, au niveau industriel spéculateur sur les matières. Et avec cela, avoir une base qui permette d'alimenter éventuellement le peuple par petits bouts, en éliminant les producteurs et en tenant un système par le haut. Et pour cela, il se livre à la même violence contre les agriculteurs qui proclament vouloir se livrer à la violence contre les peuples du monde. La situation des agriculteurs, elle est dramatique parce que y a des gens mal intentionnés qui veulent la disparition de l'agriculture française. Il faut être clair. Voilà. Bien sûr, le gouvernement macroniste, on voit Genevard, qui est une ministre incroyable, qui est complètement fermée, bornée, qui est l'inverse du dialogue et de la compréhension. Et puis l'Union européenne qui veut réduire le cheptel, elle l'a dit, c'est dans les documents européens, moins 30% pour le cheptel français. Et ça m'a vraiment fendu le cœur de voir qu'il n'y a eu aucun politique qui a eu le courage de prendre sa voiture, d'aller sur place et de dire non, stop, on ne va pas faire ça en fait, on va essayer de trouver une solution.
Et donc c'est un moment très important ce 18 décembre à Bruxelles. En fait, ça va être énorme parce qu'il y a une convergence de paysans de toute l'Europe. Alors les Français vont être la première délégation, ils attendent déjà plus de 10 000 paysans français dans Bruxelles. Puis moi j'ai dit, tous les patriotes, moi j'y vais, le 18 décembre, tous les patriotes doivent y aller, tout le monde doit y aller. On va s'organiser, on va peut-être faire des bus, on va s'organiser, parce qu'il faut les soutenir et parce qu'il faut faire tomber la citadelle européenne. À 2 semaines de son entrée dans la zone euro, la Bulgarie plonge en plein chaos. Les manifestations massives qui ont secoué le pays ont eu raison du gouvernement qui a donné sa démission. Nicolas de Lamberterie. Alors que la Bulgarie est sur le point de devenir le 21e État membre de la zone euro, l'ambiance n'est pas à la fête dans le pays, souvent considéré comme le plus pauvre de l'Union européenne. En effet, depuis plusieurs semaines, des manifestations très importantes se sont déroulées dans les rues de Sofia, la capitale du pays, pour s'opposer au projet de budget 2026 de l'État bulgare, pour la première fois libellé en euros et non plus en monnaie bulgare. Les manifestants, au départ essentiellement des jeunes libéraux pro-UE, considéraient que ce budget faisait la part belle à la politique d'austérité et favorisait encore davantage la corruption systémique, souvent jugée comme très importante en Bulgarie. Mais à cette masse initiale d'étudiants et de jeunes pro-UE s'est agrégée aussi une série de manifestants de sensibilité plus nationaliste, qui sont très remontés contre l'adoption forcée de l'euro en Bulgarie. En effet, le parti nationaliste bulgare Varajdanie, Renaissance en bulgare, qui est la troisième force politique du pays, avait, conformément aux dispositions prévues par la Constitution et la loi, collecté des centaines de milliers de signatures de citoyens bulgares pour demander la tenue d'un référendum au sujet de l'adoption de la monnaie commune européenne. Mais les différentes institutions bulgares, que ce soit le Parlement, la présidence de la République ou la Cour constitutionnelle, ont systématiquement bloqué la tenue de ce référendum d'initiative populaire. Toujours est-il que l'attelage assez divers qui s'est manifesté dans les rues a donc amené le gouvernement bulgare à démissionner. Désormais, et c'est une habitude que les Belges, mais aussi désormais les Français connaissent bien, le gouvernement démissionnaire expédiera donc les affaires courantes. En clair, la démission du gouvernement ne va pas aboutir à un blocage institutionnel. Et il est probable que cette situation amène à la tenue de nouvelles élections législatives, qui serait alors la 8e élection parlementaire en seulement 4 ans. En effet, depuis le début de la crise politique en 2021, des élections législatives ont eu lieu en Bulgarie en avril 2021, juillet 2021, novembre 2021, octobre 2022, avril 2023, juin 2024 et octobre 2024. Un record absolu au sein de l'Union européenne et peut-être même à l'échelle mondiale, au moins au cours des dernières années. Et à chaque fois, le même scénario se répète. Aucune majorité n'émerge du scrutin, tandis que les nationalistes radicaux de Varajdanie, conduits par l'intransigeant Kostadin Kostadinov, refusent tout soutien, même extérieur, à un gouvernement si les points cardinaux de leur programme électoral ne sont pas mis en application. Le leader nationaliste Kostadinov a d'ailleurs demandé qu'en raison de la crise, l'entrée dans la zone euro soit au minimum suspendue et reportée à une échéance ultérieure. Une possibilité qui, d'un point de vue juridique, est encore possible, mais paraît bien improbable. De façon plus globale, la société bulgare est en proie à une crise très profonde de confiance en elle-même. La population du pays est passée de 9 millions d'habitants en 1985 à 6,5 millions de nos jours, soit une perte d'environ 30% de la population du pays en moins d'un demi-siècle. En clair, la nation bulgare est littéralement en train de s'évaporer à l'échelle d'une seule vie humaine. La faute à une natalité désastreuse et à une émigration très importante. Selon les tendances actuelles, dans les prochaines années, la population bulgare se limitera à une concentration dans quelques centres urbains et une zone rurale quasiment vierge de toute présence humaine. Tout ceci n'empêche toutefois pas la Bulgarie d'être gérée, comme l'était la France de la 4e République finissante ou celle de la dissolution de 2024. En effet, désormais, il suffit au gouvernement bulgare, qu'il soit en poste ou démissionnaire, de transcrire en droit bulgare les directives européennes, et le pays peut ainsi continuer tranquillement sa triste et mortifère route, tel un canard sans tête. Finalement, malgré elle, la Bulgarie a bien des allures d'un laboratoire européen. Et nous
poursuivons avec l'actualité en bref en France. Le procès de Frédéric Péchier touche à sa fin ce lundi à la cour d'assises du Doubs. La parole était à la défense. Frédéric Péchier, médecin anesthésiste, est accusé d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 sont morts au bloc opératoire entre 2008 et 2017 dans 2 cliniques de Besançon. Il aurait provoqué ces empoisonnements pour ensuite impressionner ses collègues avec ses talents de réanimateur, ce qui a provoqué la mort de certaines victimes. Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté maximale de 22 ans. Selon les procureurs, l'accusé est, je cite, « un tueur au crime hautement pervers qui a utilisé la médecine pour tuer ». Le verdict doit être rendu d'ici à vendredi. Le renseignement américain prend racine à la DGSI. Après une première décennie d'utilisation du logiciel Palantir, l'entreprise de stockage de données fondée par le milliardaire Peter Thiel, la Direction générale du renseignement intérieur vient de signer pour une rallonge d'au moins 3 ans. 13 ans après avoir choisi la firme qui créait de facto une passerelle entre nos datas et les États-Unis, notamment grâce à l'extraterritorialité du droit américain, les autorités françaises n'auraient toujours pas d'alternative souveraine pour occuper cette mission de première importance. Un renoncement qui rappelle, dans un domaine encore plus sensible, le scandale des données de santé des Français hébergées par Microsoft. Direction dépassée, collection inondée et personnel en grève. Les salariés du musée du Louvre entamaient ce lundi une grève reconductible, votée par les syndicats CGT, CFDT et Sud. Ce mouvement, le deuxième de l'année après celui de juin contre le surtourisme, dénonce la gestion des ressources humaines, des conditions de travail dégradées avec un flux de 30 000 visiteurs quotidiens, des avaries dans les bâtiments et des salaires qualifiés de modestes. Le vol rocambolesque des joyaux de la couronne le 19 octobre a exacerbé les tensions, révélant des failles de sécurité, et les syndicats s'engouffrent dans la brèche. Les employés critiquent une gouvernance pyramidale et cloisonnée qui étouffe les remontées d'informations. Parmi les revendications, on retrouve la demande de création de postes en surveillance, une hausse des salaires, la fin de la précarité pour les contractuels et le recrutement en CDI. En réponse, Rachida Dati a annulé la baisse de subventions et a nommé le responsable de la restauration de Notre-Dame, Philippe Jost, à la tête d'une mission de réorganisation du musée. Les négociations sont attendues au ministère avec risque de prolongation de la grève. La caste tient à ses privilèges. Un collectif d'artistes et auteurs a publié une tribune dans Le Monde appelant le Sénat à ouvrir l'assurance chômage à leur profession. Ces derniers, qui ont accès aux colonnes du journal, souligne que créer est un métier précaire, générant 100 milliards d'euros en 2022 pour l'économie culturelle, mais sans pilier social adapté, pas de couverture pour accident du travail, maladie professionnelle ni chômage. Ils s'indignent de n'être rémunérés que pour l'exploitation des œuvres, sans prise en compte du temps de recherche et de dépendre pour beaucoup d'entre eux du RSA. La sénatrice écologiste Monique de Marco a déposé une proposition de loi pour intégrer les artistes-auteurs à la caisse commune de l'assurance chômage, financée par une hausse de contribution des diffuseurs de 1,1% à 5,15%. Ce serait donc aux éditeurs, producteurs, diffuseurs ou galeries de passer à la caisse. Et à présent, nous revenons sur l'actualité internationale. L'Australie, frappée par le terrorisme. Dimanche à Bondi Beach, près de Sydney, 2 individus ont ouvert le feu sur des personnes célébrant en plein air la fête juive de Hanouka. Au moins 16 personnes sont mortes et plus de 40 blessés sont à déplorer. Les 2 terroristes étaient Sajid et Navid Akram, un père et son fils âgés respectivement de 50 et 24 ans. Sajid Akram était arrivé en Australie en 1998 avec un visa étudiant. Il a été interrogé il y a 6 ans en raison de ses liens étroits avec une cellule terroriste de l'État islamique à Sydney. Il a été tué pendant l'attentat. Son fils a quant à lui été blessé et hospitalisé. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans la voiture des 2 hommes. Notons qu'il y avait parmi les victimes un ressortissant français, Dan El-Kayam, âgé de 27 ans. À ce titre, le parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête. L'attentat a suscité des réactions dans le monde entier, à commencer par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui accuse le gouvernement australien d'avoir, je cite, « jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme ». Il vise notamment la reconnaissance de la Palestine par l'Australie et une insuffisance supposée de mesures de protection pour la communauté juive. Des accusations qui restent toutefois à nuancer puisque Benjamin Netanyahou n'a quant à lui pas empêché le 7 octobre de se produire.
Zelensky poursuit son voyage en territoire néocon. Après Paris et Londres, le président ukrainien sans mandat était ce lundi en Allemagne. Après des discussions dimanche, les pourparlers se poursuivent en présence d'une délégation américaine. La possibilité d'une issue favorable à ce rendez-vous est toutefois bien improbable dans la mesure où Volodymyr Zelensky plaide toujours pour une sortie de la guerre sans aucune concession territoriale malgré les importantes conquêtes des soldats russes après près de 3 ans de conflit ouvert. Un positionnement de plus en plus délicat à tenir pour le dirigeant ukrainien qui fait face à un Donald Trump de plus en plus ferme pour rétablir la paix. De plus, Zelensky semble plus affaibli que jamais après les révélations de scandales de corruption touchant plusieurs de ses proches ainsi que les déclarations de Donald Trump exprimant l'importance de convoquer une nouvelle élection présidentielle en Ukraine alors que celle-ci aurait dû se tenir en mars 2024. Le macartisme bruxellois frappe encore. Selon Radio Free Europe, un média officiellement géré par la CIA et des crédits du Congrès américain, l'ancien colonel du renseignement de l'armée suisse, Jacques Beau, serait désormais considéré comme impliqué dans des activités de nature à déstabiliser l'UE et ses partenaires. La raison, son travail sur la guerre en Ukraine qu'il suit depuis bien avant la prétendue révolution de Maïdan. Il était en effet envoyé sur place par l'ONU en tant que chef de la doctrine de paix. À croire que dès qu'une personne évoque une volonté autre que la guerre, les autorités européennes la taxent d'agent russe. Un nouveau signal inquiétant pour la démocratie et la liberté d'expression au sein de l'UE. Retour de la droite nationale au Chili. Dimanche, José Antonio Kast a été élu président de la République avec 58% des voix au second tour face à la candidate communiste Janet Jara. Notons qu'il l'a emporté dans toutes les régions, y compris dans le fief très marqué à gauche de Santiago. Élu après 3 tentatives, il a fait campagne sur les problèmes d'insécurité, l'immigration irrégulière et les difficultés économiques. Pendant la présidence Boric qui s'achève, les Chiliens ont vu une augmentation de la criminalité organisée et des enlèvements et assassinats. Le gouvernement affichait sa volonté de réagir avec un nombre record de lois en matière de sécurité et de renseignement sans grande efficacité. Sur la scène internationale, les premières félicitations pour le président élu sont venues de son voisin argentin, Javier Milei. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Philippe Béchade pour évoquer les trahisons du budget 2026. Philippe Béchade, est-ce que si vous pouviez nous dresser un panorama général des grandes tendances économiques pour 2026, nous donner les facteurs qui seront, selon vous, les principaux facteurs qui vont orienter la conjoncture mondiale pour cette année 2026 ? Bon, on va commencer par ce qui est pour moi le fait générateur, le grand attracteur universel, c'est-à-dire les anticipations d'inflation reflétées par les marchés obligataires. Et 2025 a marqué une rupture, puisqu'on a le sentiment que les banques centrales ont perdu le contrôle de la courbe des taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie longue reflète les anticipations du marché et non plus l'action quotidienne, mensuelle des banques centrales. Demain mardi, à partir de 7h, rendez-vous avec le Zoom avec Hubert Marty, un commissaire DRG face à l'État profond français. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour un nouveau journal. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.